sûr, moi je pense que il serait important de pouvoir signifier ces mots parce que ce sont ces mots-là qui sont aujourd'hui à l'origine de la stigmatisation de ces enfants. Ces enfants appelés sorciers, ces enfants appelés 50, 75, Yeza, Kitomi, ce sont les termes employés chez nous. Parce que ce qualificatif automatiquement euh, écarte ces enfants de la société, ne leur donnant plus la chance d'avoir une vie normale. Et souvent, ces enfants sont traités de têtus, ils sont traités de tout, et ça pousse même les parents à commencer à porter main et à agresser ces enfants, tout simplement parce que le parent ne comprend pas que le souci neurologique que l'enfant a, c'est le retard de pouvoir capter l'information, de laisser le temps au cerveau d'analyser et enfin pousser les membres à pouvoir opérer la réactivité. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Droit de savoir qui portera sur les troubles neurodéveloppementaux. Il s'agit des troubles beaucoup plus fréquents chez les enfants. 5 à 10% d'entre eux en seraient affectés. Des troubles qui sont souvent très mal interprétés dans les sociétés moins évoluées et qui peuvent constituer de véritables cauchemars pour les parents sous-informés sur l'état réel de leurs enfants. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, messieurs, Emar Mongo Oko. Vous êtes coordonnateur des activités administratives et pédagogiques du centre Taïko de Lys, un centre de prise en charge spécialisé pour enfants victimes des troubles neurodéveloppementaux. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, merci de me recevoir. En tout cas, merci, Monsieur Emar Mongo d'avoir accepté notre invitation, mais surtout votre disponibilité pour cette interview. À ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV, je suis Christian Perrin. Merci d'avoir fait ce bon choix. Monsieur Emar Mongo, nous allons parler des troubles neurodéveloppementaux qui touchent beaucoup plus les enfants. Je l'ai rappelé d'entre deux jeux, 5 à 10% d'entre eux en seraient affectés. C'est quoi, d'abord, dans un premier temps, vous allez nous dire, qu'est-ce que c'est les troubles neurodéveloppementaux et comment se manifestent-ils chez l'enfant? Alors, merci pour nous avoir donné l'opportunité de pouvoir parler de cette gravité, de cette situation. Les troubles de développement sont des troubles issus de plusieurs causes. Je vais prendre deux exemples simples. Une femme qui, pendant sa période de grossesse, a passé des difficultés d'hypertension très élevées, ben, à la naissance, il y a 90% de chances que cet enfant bénéficie d'un handicap. Une femme qui est battue pendant la période de naissance, pendant la période de grossesse, pardon, qui est battue, qui subit des violences conjugales, ben, a 99% de chances de donner naissance à un enfant qui aura largement la possibilité de bénéficier de ces troubles neurodéveloppementaux. Donc, ce sont des cas qui peuvent se présenter sur plusieurs formes et malheureusement, ce sont des cas qui se décèlent dans l'évolution de la croissance de l'enfant après la naissance. Mais l'origine de ces troubles se passe en amont, pendant la période de la grossesse de la maman, et ce n'est qu'à l'accouchement que la maman, au fur et à mesure que la période de croissance de l'enfant se passe, qu'elle constate certains signes qui commencent à attirer l'attention et pousser à pouvoir chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Monsieur Oko, lorsque vous parlez des femmes qui subissent des violences, est-ce qu'il s'agit justement des violences physiques ou bien aussi des violences morales? Toutes les formes de violence, physique et morale, les deux sont valables pour qu'une femme, à la naissance, ben, donne la vie à un enfant qui, au fil du temps, va commencer à manifester des signes pour lesquels ben, nous allons arriver à conclure au travers d'un certain nombre de spécialistes et de mécanismes que cet enfant est victime de troubles neurodéveloppementaux. Comment savoir que l'enfant commence à manifester ces troubles neurodéveloppementaux? C'est très simple, comme tout bon parent, lorsqu'un enfant naît, ben, il y a toute cette attention qu'on donne à un enfant. Et à une certaine durée, une certaine période de l'évolution, au-delà de 6 mois,
entre 6 et 9 mois, l'enfant commence à développer une certaine croissance qui lui permet de faire manifester les différents sens. Donc, lorsque vous constatez que votre enfant, à l'âge où il doit commencer à vocaliser les mots, à donner de l'expression et que l'enfant ne donne pas de l'expression, ça commence déjà à faire réfléchir. Un enfant qui a des difficultés de suivre les mouvements, vous verrez parfois certains parents, lorsqu'ils constatent que l'enfant a du mal à suivre les mouvements, ou il sent que l'enfant n'a pas une certaine attention, il prend son doigt, il cherche à tourner le doigt pour que l'enfant puisse suivre les mouvements, pour qu'il soit rassuré qu'effectivement l'enfant voit. Il y a d'autres qui font des bruits, qui mettent de la musique pour essayer de bercer l'enfant. Mais à un moment donné, la personne, le parent se rend compte que même l'attention de la musique ne semble pas pouvoir adoucir ou bercer l'enfant et ça commence à porter des interrogations. Et l'ensemble de ces tics qui mettent en doute le parent vis-à-vis de l'évolution de la croissance de l'enfant commence à nous emmener vers les troubles neurodéveloppementaux. À partir de quel âge on peut commencer à le Alors, noter et en temps normal, à quel âge un enfant peut commencer à mieux assimiler certaines choses, c'est-à-dire à écouter, à interpréter, à réagir à certaines instructions? de ma petite expérience, il y a deux cas. Il y a de ceux des enfants qui se font à la naissance via une difficulté lors de la naissance. Ça peut être peut-être pas un handicap, mais un accident qui s'est produit lors de la naissance qui peut déjà causer ça tout au début. Mais pour la plupart des cas, c'est à partir de 18 mois et 2 ans que vous allez commencer à constater l'évolution des signes, surtout au niveau du développement des sens, au niveau de l'audition, au niveau de la parole, au niveau du toucher, au niveau du goût, vous allez voir qu'il y aura un brassage d'attitudes qui vont commencer à susciter en vous le doute. Parce que comme toute bonne maman, en dehors des femmes qui sont primipares, donc les femmes qui accouchent pour la première fois, qui n'ont peut-être pas la bonne expérience de pouvoir suivre la croissance d'un enfant à un âge donné, donc à partir de 18 mois et plus, mais celles qui ont plus d'expérience peuvent comprendre qu'à à partir de 18 mois, l'enfant commence à manifester les signes de croissance et d'évolution. Lorsque vous constatez que ça commence à poser problème, que au-delà de 18 mois, votre enfant, par exemple, ne s'assoit pas, ça commence à poser problème. Lorsque vous constatez qu'au niveau de la parole ou de l'audition, lorsque vous parlez, vous criez dans la maison, vous mettez la musique, ou lorsque les gens parlent, ça ne suscite pas l'attention de l'enfant, l'enfant ne bénéficie, pas de mouvement qui semble vous rassurer que l'enfant écoute, ça pose déjà problème. Il y a des enfants aussi qui, à partir de 18 mois, ne suivent pas le reflet des mouvements. Vous pouvez passer à gauche et à droite, vous pouvez faire tous les mouvements. Le regard de l'enfant est statique. Le regard ne bouge pas. Et certains parents prennent parfois le temps de faire pivoter leurs doigts pour s'assurer qu'effectivement l'enfant suit le cours des mouvements de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Tout ça, ce sont des signaux qui permettent aux parents d'être sûrs que dans l'évolution de la croissance de l'enfant, ces signes sont dans leur place normale. Mais lorsque on commence à douter de la véracité de la manifestation de ces signes, automatiquement, le parent commence à faire recours à des spécialistes pour commencer à toucher du doigt ces différents troubles neurodéveloppementaux. Il est arrivé des enfants qui ont eu du retard de langage, c'est-à-dire ils n'ont pas commencé à parler à très bas âge, autour de 2 ans, 3 ans, et il a fallu attendre, je crois, 4 ans, 5 ans pour qu'ils commencent à articuler quelques phrases. Mais même là, ils ont des difficultés pour articuler les bonnes phrases. Est-ce que cela aussi entre dans le cas de ces troubles neurodéveloppementaux? Bien sûr, c'est parmi les signes que développent la plupart des enfants autistes. Les enfants autistes ont cette particularité d'avoir des troubles de langage. Et ces troubles de langage ont parfois aussi une certaine forme de gravité qui retarde le niveau de perception d'information. Vous verrez qu'il y a des enfants, lorsque vous parlez à cet enfant, l'enfant a tendance à ne pas réagir.
c'est comme s'il était en train d'être en état il se mettait en épaume ou il était dans l'état d'ébriété. Vous avez l'impression que vous parlez à quelqu'un qui ne vous reçoit pas, qui ne vous entend pas. Tout simplement parce que le problème neurologique à cet enfant, c'est la lenteur de captiver l'information, d'être analysée par le cerveau de façon que sa capacité à parler puisse donner la réponse à l'exécution. Et souvent, ces enfants sont traités de têtus, ils sont traités de tout, et ça pousse même les parents à commencer à porter main et à agresser ces enfants, tout simplement parce que le parent ne comprend pas que le souci neurologique que l'enfant a, c'est le retard de pouvoir capter l'information, de laisser le temps au cerveau d'analyser et enfin pousser les membres à pouvoir opérer la réactivité. Et ça, c'est très répandu. Nous avons plusieurs cas de ce genre. Il existe aussi des enfants ben, qui, au début, ont des difficultés d'audition. Alors, soit vous criez pour pouvoir secouer l'enfant à écouter, ben, soit vous êtes obligé de secouer par une agression physique pour que l'enfant se rende compte qu'il y a une commande à exécuter. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il y a toujours un problème de perception au niveau auditoire qui fait que l'enfant n'arrive pas à captiver l'information. Et face à la personne adulte ou la personne qui est en face de cet enfant, c'est toutes les analyses négatives qui s'imposent. Que l'enfant ne comprend pas, que cet enfant est bête, que cet enfant n'a pas le sens d'écoute, il n'est pas discipliné, mais tout simplement parce que sur le plan neurologique, cet enfant a énormément de difficultés qu'il faille détecter pour pouvoir tracer son handicap. Et on voit souvent ce genre d'enfants être battus dans les familles, frappés, maltraités, tout simplement parce qu'ils ont le statut d'être des enfants têtus, mais c'est un problème neurologique qui est dû à un retard d'analyse d'informations au niveau du cerveau de ces enfants. Est-ce que c'est vraiment lié, lorsqu'on souffre des troubles neurodéveloppementaux, c'est forcément être autiste? Cette question, je dirais oui et non. Oui et non, parce qu'il y a des enfants qui naissent, je vais dire entre guillemets, normal, mais qui, dans leur évolution d'âge, arrivent à développer certains retards, que je peux appeler ça retard, certains dysfonctionnements normaux de leur cerveau et qui se manifestent par le trouble de comportement. Un enfant qui naît normalement jusqu'à peut-être l'âge d'une année, qui parlait, mais qui peut, dans l'intervalle d'une année à 2 ans, peut manifester cette difficulté et arriver à 2 ans, mais c'est un enfant, par exemple, qui se retrouve avec des retards de réaction, des problèmes d'audition, des problèmes pour parler, ou encore un enfant qui devient hyperactif. Les enfants qui développent l'hyperactivité, ce sont les enfants agressifs. Ils passent souvent le temps à agresser, à mordre, à attaquer les gens. Et surtout quand ils sont malmenés ou maltraités, cette hyperactivité se développe. Il y a aussi d'autres enfants qui, pendant leur période de croissance, au vu de ce qu'ils peuvent avoir comme difficulté, certains médecins recommandent ou donnent certains médicaments. Et certains médicaments peuvent aussi être à l'origine, pour le cas des enfants autistes, de développer le niveau d'agressivité, d'hyperactivité qui rendent ces enfants agressifs, qui les rendent violents. Et souvent, ça a des tendances à aller même vers la folie. Ils ont une perception du monde, mais une perception tout à fait différente des enfants normaux. Bien sûr, je vais vous prendre le cas d'un élève qui est au centre Taïko de Lys. Cet enfant est Asperger. Les enfants Asperger, ce sont les enfants qu'on pourrait qualifier des enfants surdoués. Cet enfant a 7 ans, mais c'est un enfant qui arrive à lire même au-delà de son âge. C'est un enfant qui lit tout. C'est un enfant qui lit tout ce qui est écrit. Cet enfant arrive à lire. Mais ce n'est qu'un enfant de 7 ans. Tous les bouquins que vous laissez, tous les écrits qui sont en face de lui, il arrive à les lire. Il utilise facilement un ordinateur, une tablette, un téléphone, sans difficulté, sans que vous le lui enseigniez. Mais c'est un enfant qui ne parle pas, qui a une difficulté de langage. Mais c'est un enfant Asperger. C'est un enfant qui est dans la qualification des personnes surdouées. Et aujourd'hui, même au niveau des écoles que ses parents l'ont scolarisé, on n'a pas pu déceler le niveau scolaire exact pour lequel il devait être orienté. Et ça a créé une difficulté, une cacophonie. Le parent a gardé l'enfant à la maison. Et lorsque nous avons
sensibiliser au travers de l'association que nous prenions en charge des enfants avec difficulté, mais ses parents nous ont emmené cet enfant. Et pendant que nous sommes en train de passer un bilan à cet enfant, nous nous sommes rendus compte, au travers des exercices et des méthodes, que cet enfant est dans cette catégorie, nonobstant le fait qu'il a des troubles de langage. Donc, ce sont des troubles qui se manifestent sur plusieurs types de volets et c'est aussi dans l'espace du temps. Donc, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir analyser et arriver à captiver ces différents signes. Alors, à l'opposé de ces enfants surdoués, il y a des enfants, je dirais, un peu amorphes, qui manquent un peu de virilité et souvent qualifiés à des enfants, bon, le terme n'est pas approprié à la télé, mais vous comprenez ce que je veux dire, et des enfants Tout à parfois qui fait, sont oui. accusés de sorcellerie, et on a vu ça. Nombreux sont ces enfants-là, par exemple, à Kinshasa, mais aussi chez nous au Congo-Brazzaville, qui Oui, sont accusés de sorcellerie, de tout genre, voilà, de tous les noms des mauvais oiseaux, vous oui. imaginez, et je pense que vous comprenez ce que je veux dire, parce que Tout nous à sommes à fait, la oui. télé, il y a des choses il y a des noms, il y a des termes que je ne peux pas D'accord. prononcer plutôt. Comment est-ce que vous vous y prenez avec ces enfants-là? Est-ce qu'il y a une possibilité de les rattraper dans le cadre, par exemple, de l'éducation, pour essayer de les ramener à un niveau où ils peuvent intégrer la société? Oui, nous avons la possibilité de donner une réinsertion normale à certains enfants, mais comme vous avez su le dire, moi je pense que il serait important de pouvoir signifier ces mots parce que ce sont ces mots-là qui sont aujourd'hui à l'origine de la stigmatisation de ces enfants. Ces enfants appelés sorciers, ces enfants appelés 50, 75, Yéza, Kitomi, ce sont les termes employés chez nous parce que ce qualificatif automatiquement euh, écarte ces enfants de la société, ne leur donnant plus la chance d'avoir une vie normale. Aujourd'hui, dans 99% des familles ou des maisons où ces enfants avec difficulté vivent, mais ce sont des enfants pour lesquels une décision a été déjà généralisée, c'est que leur vie est vouée à l'échec. Ce sont des personnes qui ont un non-sens dans la vie, alors que les droits de l'homme ne l'autorisent pas. Ce sont des personnes qui ont le droit à la vie comme tout autre et qui ont la possibilité de faire une réinsertion à la vie sociale ordinaire. Seulement, notre culture, notre capacité de pouvoir les gérer, pour certaines personnes, leur donne des qualificatifs qui font qu'ils sont bafoués, ils sont stigmatisés, ils sont les rejetés de la société, d'où le fondement et l'origine même de l'existence de notre association, l'association Lys de la Vallée, qui aujourd'hui qui s'est fait un but de pouvoir sensibiliser, informer. En tout cas, merci encore à TLR TV de nous donner l'opportunité de pouvoir parler de cette situation parce que les enfants sont victimes de ces choses. Ils sont stigmatisés, ils sont maltraités, ils sont rejetés. Certains enfants sont même abandonnés par leur famille, tout simplement parce qu'il y a la honte, il y a l'étiquette de dire que nous avons un enfant qui est dans cette situation et les familles ont honte, ils se permettent de jeter ces enfants. Il y en a même que nous avons connu des cas qui ont effleuré l'assassinat de leur enfant tout simplement parce qu'à un moment donné, ben, ses parents n'arrivaient plus à avoir une vie normale. Nous en avons des cas, deux cas, au niveau de l'association Lys de la Vallée, dont un enfant aujourd'hui est proche du centre. Pourquoi je dis proche du centre? Parce que c'est une famille une famille qui est basée à Pointe-Noire et une autre famille qui est basée à Brazzaville, que nous faisons un suivi à distance parce que pour l'instant, nous ne sommes pas encore implantés à Pointe-Noire. Une maman qui a eu son enfant normalement, mais à partir de 19 mois, cet enfant a commencé à manifester des troubles et cet enfant aujourd'hui qui a 8 ans et demi, est devenue une charge pour cette maman. Cette dame ne peut plus avoir une vie conjugale, son mari l'a quittée, elle est aujourd'hui seule avec cet enfant et elle ne peut pas travailler parce que n'ayant pas la possibilité d'avoir un parent, une soeur, un frère qui accepte de rester avec cet enfant, qui accepte de supporter cet enfant. C'est une fille qui crache sur les personnes, qui est hyperactive, qui agresse, qui mord. Et le fait de pouvoir frapper, cogner, la maman ne supportant pas cette situation est obligée de rester elle-même avec son enfant et ne pas pouvoir avoir une vie normale.
Et nous avons été même sidérés de voir que cette dame, aujourd'hui, est même à la recherche d'un emploi, mais malheureusement, qui ne peut pas travailler à cause de la situation de son enfant, et qui nous a même écrit pour dire qu'elle était prête à s'installer à Brazzaville si elle pouvait trouver un emploi et pouvoir confier son enfant au centre. Mais faute de moyens, cette dame aujourd'hui lutte contre la vie de cet enfant et elle dit quand vont et marées, elle ne peut pas abandonner son enfant parce que le niveau de stigmatisation fait qu'elle est au bout du rouleau. Et un soir, elle a failli elle a failli arrêter la vie de cet enfant à 1 heure du matin et elle s'est ressaisie. Elle m'a contacté pour dire, Monsieur Mongo, j'ai voulu poser un acte, mais je pense que c'est Dieu qui ne l'a pas permis. Voilà ce que j'allais faire, voilà ce que j'allais faire, voilà ce que j'allais faire. Et aujourd'hui, au niveau du centre, nous avons un psychologue qui fait la prise en charge jusqu'à distance. Et pratiquement tous les jours, nous avons 2 heures d'échange avec cette dame pour pouvoir la coacher et pouvoir donner la possibilité à cette femme de remonter la pente et d'essayer d'avoir une vie normale et de comprendre que tout être humain a un handicap, peut avoir une difficulté, pourvu qu'on arrive à la déceler, à la détecter et à pouvoir la corriger. Nous donnons la possibilité à ces enfants de pouvoir faire une insertion normale. Si on arrive à détecter l'handicap ou la difficulté très tôt, il y a des méthodes, il y a des techniques. La méthode Montessori, elle est faite pour ça. La méthode Tâche, elle est faite pour ça. Il y a des méthodes, il y a des possibilités avec des spécialistes qui peuvent très bien accompagner ces enfants et leur donner la possibilité d'avoir une insertion sociale ordinaire comme tous les autres. Alors évidemment, tout à l'heure, vous venez de parler de cette femme qui a failli arrêter la vie de son enfant. Le terme peut être utilisé, qui a voulu carrément donner la mort à son enfant parce qu'elle n'en pouvait plus, elle ne supportait plus. Mais il faut dire qu'à côté, il y en a, elles sont nombreuses comme ça, pas seulement les femmes, mais des familles entières, des couples qui ont donné la mort à leur enfant parce que les enfants se retrouvaient dans cet état-là. Il y en a même qu'on a brûlé. C'est ça la vérité, parce que dans la famille, ces enfants sont stigmatisés, ils sont Oui. en fait traités de tout, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Face à toutes ces réalités, s'il fallait parler à ses parents, par exemple, un mot, comment devraient-ils s'y prendre lorsqu'ils ont des enfants dans cet état? Lorsque nous recevons un enfant chez nous, nous avons un bilan qui se fait en 4 étapes. La première étape, c'est que nous avons un médecin assermenté qui est spécialisé sur la santé des enfants, le docteur Ngouma, le docteur Jean Ngouma, que je salue en passant, qui est un professeur d'université, qui est assermenté, qui est diplômé sur la santé des enfants, qui fait passer ce que nous appelons en premier lieu une consultation d'introduction. Donc, avec le parent, la maman et l'enfant, auprès du docteur Ngouma, passe une consultation d'introduction. Il fait il fait un passage en crible de toute la période euh, post, postnatale et prénatale et postnatale. Donc, il y a toute cette historique que le médecin prend avec les différentes manifestations jusqu'à la période où on est arrivé à déceler réellement l'handicap qu'a manifesté l'enfant. Après ce médecin, nous avons un deuxième spécialiste qui est un psychologue qui prend en charge la maman et l'enfant à la première consultation et la deuxième et la troisième consultation, c'est l'enfant uniquement et les autres se font simultanément, maman, enfant, enfant, mère et ainsi de suite. Et nous avons un troisième médecin obligatoire aussi à consulter, qui était un orthophoniste. C'est un spécialiste des troubles de langage et d'audition. Et ce spécialiste procède donc à cette consultation et avec la maman et avec l'enfant pour arriver à pouvoir tirer une conclusion. Ensuite, nous avons pour des enfants hyperactifs ou très, très hyperactifs qui vont jusqu'au point de faire des crises, nous avons un pseudo-psychiatre et un psychiatre qui font les deux commutativement cette consultation pour nous écarter, je dirais, le niveau qui pourrait qualifier l'enfant à l'extrémité qui atteindrait le niveau de folie. Donc, nous avons ces 4 spécialistes. Une fois que nous avons posé les bases de cette consultation introductive, nous mettons en place ce que nous appelons un PPI, un programme personnalisé individuel, qui est le canevas qui décèle l'ensemble des handicaps ou des difficultés, des troubles neurodéveloppementaux que l'enfant a présentés
pour pouvoir les corriger. Je vais prendre un exemple. Nous avons au sein du centre un parent qui a une fille d'un certain âge qui de toute sa vie ne mange rien d'autre que la bouillie. Cet enfant ne prend que de la bouillie et de l'eau. Cet enfant ne mange rien d'autre. C'est un enfant, une fille de plus de 10 ans aujourd'hui, entre 12 et 13 ans. Une fille qui ne mange que de la bouillie parce qu'elle ne peut pas mâcher, elle n'a pas la capacité de mâcher, elle a des difficultés d'avaler. Donc, le seul moyen de l'alimenter, c'est de pouvoir lui donner la bouillie et de l'eau. Mais je peux vous rassurer qu'en 12 ans d'années que cet enfant a, cet enfant est né et grandit avec la couche. Elle ne va pas aux toilettes seule, elle fait ses besoins dans les couches et l'a entretenue comme si elle était bébé. Ce que les parents doivent comprendre, c'est que les enfants qui sont issus des troubles neurodéveloppementaux doivent être résumés en deux niveaux. C'est-à-dire qu'ils ont deux âges. Ils ont l'âge physique sur le plan corporel, mais ils ont aussi l'âge mental. Il y a des enfants où le parent dit, oui, mon fils est né il y a tant d'années, il a 18 ans, mais cet enfant, du point de vue mental, c'est un enfant qui peut avoir 7 ans. C'est un enfant qui peut avoir 6 ans. C'est un enfant qui peut avoir 8 ans. Il y a des enfants qui ont 8 ans, 10 ans, mais mentalement, c'est des enfants qui ont 17 ans, qui ont 19 ans. Nous en avons des cas au niveau du centre. Des enfants qui ont des aptitudes des adultes, mais qui ont l'âge mineur. D'autres qui n'atteignent même pas 10 ans. Donc, au-delà de tout ça, il y a cet ensemble de tests qui permettent de commencer à soutirer les difficultés et arriver à mettre ce programme et suivre ces enfants pour essayer de leur donner un style de vie qui soit correct. Donc, pour le cas de la fille que je parlais, en un mois et demi, nous avons pu permettre à ce que cet enfant, via nos techniques, puisse aujourd'hui avoir la capacité d'aller aux toilettes et de s'asseoir sur un pot. Le jour où nous avons informé la maman, elle est revenue en larmes. Cet enfant continue à utiliser la couche, mais au niveau du centre, lorsqu'elle veut aller aux toilettes, elle prend la main de la maîtresse et elle l'emmène devant la porte des toilettes. Au niveau des toilettes, nous avons trois types de toilettes. Nous avons une douche, nous avons les toilettes petits modèles, nous avons des toilettes grands modèles. Donc, bon, c'est des petits pots des toilettes et nous en avons aussi un grand. Et ceux qui sont de petite taille utilisent le petit pot, ceux qui sont de taille assez robuste utilisent le grand. Donc, nous avons des couleurs qui sont sur les portes où les enfants peuvent reconnaître la douche pour les malentendants ou ceux qui ne parlent pas. Il y a des couleurs pour reconnaître les toilettes petits modèles, les toilettes grands modèles, même les toilettes des adultes. Et il y a même des écrits. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas lire, il y a des signes et des symboles. Pour ceux qui ne peuvent pas reconnaître les signes et les symboles, il y a la couleur. Donc, on a toute une panoplie de méthodes qui permettent aux enfants de savoir que le matin, il faut aller se brosser. Et c'est l'une des méthodes que nous utilisons. Nous avons une heure où tous les enfants brossent à la main, ils passent, ben, on les apprend à se brosser. Parce que c'est des enfants qui n'ont jamais vécu ça ou qui ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, cet enfant arrive à tenir la maîtresse par la main, l'emmener devant les toilettes pour signifier que j'ai le besoin d'aller aux toilettes. Ce qui ne s'est pas passé pendant plus de 12 ans de sa vie. Mais je vous assure que ça n'a pas été facile. Ça a dû demander beaucoup de volonté, beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, le parent est rassuré. Évidemment, Monsieur Ebar Mongo, que vous avez dit tout à l'heure, vous avez pris l'exemple d'un enfant hein, jusqu'à l'âge, je crois, vous avez dit 10 ans ou par là, qui ne Oui, prend que de la bouillie et donc oui, qui n'a pas la possibilité de mâcher les autres aliments. Mais il tout y à a à fait. côté de cela aussi des enfants qui ont la capacité de mâcher, de manger, mais qui finalement, je ne sais pas s'il faut parler en termes de restrictions, mais qui ne prennent que ce que eux veulent manger et jamais ce qu'on leur propose. Il y a des cas comme ça, aussi des enfants donc qui sont restés dans la bouillie et lorsque vous leur proposez le reste, les aliments, les fruits, les végétaux, tout ce qu'il va, non, généralement ils sont braqués et ne consomment que ce que eux veulent consommer. Ma question, c'est de savoir, comme tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que vous prenez en charge aussi les parents? Est-ce qu'il arrive que vous formiez les parents qui ont des enfants, par exemple, autistes, comment alimenter les enfants, par exemple? Bien, bien sûr que nous le faisons. Au niveau du centre, nous avons une cantine. C'est vrai qu'elle souffre des problèmes financiers et logistiques, mais nous avons une cantine. Le cas l'exemple que je viens de prendre, par exemple, de l'enfant qui ne prenait que de la bouillie,
Au départ, c'était même difficile pour nous de pouvoir la nourrir. Mais nous avons au niveau de la cantine du centre un régime hebdomadaire. Nous avons une cantine qui a un programme alimentaire hebdomadaire. Donc, chaque semaine, nous avons un menu qui varie. Et cette méthode nous permet aujourd'hui de voir, au départ, au travers des fiches d'inscription que nous avons, aux parents de nous déceler les aliments pour lesquels les enfants ont l'habitude de s'alimenter et celles pour lesquelles elles ne s'alimentent pas. Et c'est justement au travers de ces informations que nous avons varié notre cantine pour diversifier le niveau d'alimentation de ces enfants parce que nous en avons les méthodes. Aujourd'hui, cette fille qui ne prenait que de la bouillie de maïs, aujourd'hui, arrive à prendre du lait sucré, par exemple, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, elle arrive à prendre du jus de fruits, mais avec une paille encore, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Nous avons d'autres enfants, par exemple, qui ne mangent que de la nourriture consistante, mais qui ne mangent pas de fruits, qui ne prennent pas de lait, qui ne mangent pas tout ce qui est lié aux céréales. Et au travers la cantine scolaire, nous avons mis en place la diversité des menus semaine par semaine pour permettre à ce que nous mettions en place un brassage alimentaire au niveau de ces enfants pour pouvoir étudier niveau par niveau quels sont les aliments auxquels ils peuvent s'adapter, quels sont les aliments qu'ils ont toujours mangé tout au long de leur vie. Il y a des enfants qui ne mangent pas comme j'ai dit. Nous essayons aussi de créer la méthode. Je vous prends un exemple. Nous avons un enfant qui mâche, mais qui n'aime pas manger, qui ne touche pas à la nourriture. Et cette semaine jusqu'à demain, c'était la semaine où nous avons appris aux enfants à manger seuls avec des couverts. Nous avons commencé avec la fourchette parce que nous avons instauré le régime de bananes et de frites. Mais cet enfant qui arrive à prendre la fourchette, à piocher sur la banane, dès que la banane arrive dans la bouche, c'est un enfant qui se met à pleurer. Parce que cet enfant n'est pas habitué à manger seul. Il a toujours été alimenté par une tierce personne. Mais nous développons aujourd'hui la capacité à ces enfants d'avoir l'indépendance, l'autonomie, d'apprendre à manger. Ça soulage aussi les parents. Un parent qui ne peut pas aller aux toilettes parce que l'enfant n'arrive pas à se détacher du parent, c'est très difficile. Donc, nous avons des méthodes comme ça que nous sommes en train de mettre en place. On n'a pas encore réussi à 100%, mais ce sont déjà des signaux qui nous confortent dans le sacrifice que nous faisons et auquel, lorsque nous arrivons nous réussissons cette étape, nous interpellons le parent, nous mettons à disposition la technique et nous partageons cela avec le parent de façon que la méthode qui a été utilisée au centre soit répliquée à la maison pour pouvoir donner l'équilibre alimentaire, l'équilibre de vie à l'enfant. Parce qu'il y a des enfants, depuis un moment, lorsque nous avons le retour des cas de liaison, qui demandent de venir à l'école, mais qui ont des difficultés après l'école de rentrer à la maison. Il y a d'autres à la maison qui réclament les outils de l'école, sachant qu'à la maison, ces outils ne se retrouvent pas. Et lorsque nous communiquons avec des parents, il y a ce retour et nous sommes en train de voir dans quelle mesure, si nous avons des partenaires qui peuvent nous soutenir matériellement, financièrement, du point de vue de la logistique, nous pouvons organiser des descentes parce que nous faisons aussi la prise en charge à domicile pour des enfants qui ne peuvent pas venir au centre. Nous avons deux cas, par exemple, des enfants qui sont très hyperactifs, qui font des crises à longueur de journée. Les conditions sanitaires ne permettant pas, parce que nous n'avons pas un kit médical assez approprié pour le prendre en charge, mais nous prenons en charge à domicile. Donc, dans le cas de ce que nous faisons, nous prenons en charge et les parents et les enfants unanimement pour pouvoir corriger le style de vie à la maison comme la méthode à laquelle nous utilisons au niveau de l'école pour pouvoir tracer un chemin à cette famille de trouver paix et quiétude. Alors, monsieur Emar Mongoko, avant de continuer à parler des troubles neurodéveloppementaux, on va s'intéresser un peu à votre centre, à votre association. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des activités administratives et pédagogiques du centre de prise en charge spécialisé dénommé Taïko de l'ISA. Comment êtes-vous arrivé là? Vous qui êtes de formation ingénieur technico-commercial, vous aurez dû être dans une entreprise commerciale quelque part. Comment êtes-vous arrivé là à créer une telle association? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, après quelques années sabbatiques, euh, j'ai, je me suis retrouvé dans cet environnement parce que je suis moi-même parent d'un enfant qui
qui est né avec une difficulté. Alors, je vais vous faire la petite histoire. Nous sommes arrivés à mettre en place l'association. Nous étions à peu près une dizaine de personnes, où la plupart d'entre nous avaient des enfants qui avaient des difficultés. Et moi, j'ai eu la chance à l'époque, quand j'ai travaillé chez Microsoft, j'ai eu quand même la chance de travailler dans plusieurs pays. Et ayant un enfant qui est né avec 8 fractures à la naissance, ça m'a pris 2 ans et demi pour pouvoir surmonter cette épreuve qui était excessivement difficile. Aujourd'hui, mon fils, il va à l'école, il est à l'école primaire. Nonobstant la difficulté pour lui de subir sa dernière opération à la clavicule, je peux vous dire que j'en ai souffert dans mon âme, dans mon intérieur. Et un autre ami avait un enfant qui est né handicapé. Pardon, monsieur Emar Mongo Oko, vous avez dit votre enfant a eu, vous avez parlé de fracture, c'est cela? Oui, oui, Comment oui, cela il est est né avec. arrivé? C'est Alors, quoi la petite histoire? Permettez que je m'arrête un peu là parce que c'est pour l'intérêt aussi de nos téléspectateurs. Comment un alors enfant est né avec des l'enfant est fractures? né après avoir constaté des difficultés de sa mère de pouvoir arriver à, à A pousser poussé l'enfant l'enfant? normalement. Exactement. Et donc, il y a eu un certain nombre de méthodes qui ont été utilisées. Et l'opportunité a fait que cette méthode a donné une réaction positive. Et pendant l'extraction de l'enfant, ben, l'enfant a été victime d'une brutalité. Je vais appeler ça comme ça, puisque c'est ce qui a été le cas. Il y a eu une brutalité parmi les sages-femmes au niveau du bras de l'enfant. Et consultation en fait après l'accouchement, nous sommes rentrés à la maison sans pour autant que rien n'ait été signalé par les sages-femmes. Nous sommes rentrés normalement. Et les 3 premiers jours ont été vraiment infernales parce que l'enfant n'arrêtait pas de pleurer. Et c'était quand même bizarre. Nous avons passé plusieurs jours au-delà des médicaments, de tout ce qu'on pouvait faire. Ben, c'était pour un rien. Ben, l'enfant passait 1 à 2 heures en train de pleurer. Et donc, j'ai fait recours à une pédiatre. Et j'ai vu cette dame. Cette pédiatre m'a donné un certain nombre d'examens à faire. Et jusqu'à ce que nous sommes arrivés à faire des examens, une radio aussi, qui a décelé que l'enfant avait subi plusieurs fractures, 8 précisément au niveau du bras gauche. Et je peux vous assurer que c'était vraiment l'enfer pour moi. J'ai vécu des moments épouvantables, financièrement, moralement, matériellement, psychologiquement. Euh, Ça a duré 2 ans et demi où je suis allé partout, j'ai vu petit tour de médecin, jusqu'à ce que j'ai pu trouver une kiné, une dame qui a pu m'aider. Parce que l'enfant étant bébé, on ne pouvait pas le plâtrer. Donc, il y avait des plâtres qu'elle mettait en place, mais qui devaient être changés 3 fois par jour. Et je vous assure que j'ai effleuré la barre de 200 000 francs le jour euh, pendant une certaine période et c'était pas facile. Parce que pour moi, c'était trouver la solution à la difficulté de mon fils. Mais au-delà de ça, c'était trouver aussi une méthode, un mécanisme qui permettrait de soulager sa situation. Aujourd'hui, il va à l'école, il a repris l'équilibre, il a une vie normale, il a fait sa réinsertion à l'école, ben, il va à l'école, il est à l'école primaire aujourd'hui, il n'a plus aucun souci, nonobstant un dernier détail, mais sur lequel je suis en train de travailler pour qu'il puisse retrouver sa situation d'avant. Le gouvernement arrive à vous porter assistance? Alors, Dans le cadre de l'association, bien sûr, à dans le l'association cas de du l'association, centre. nous, nous sommes dans les pourparlers, nous avons écrit d'abord pour signifier, après la sortie du récépissé, nous avons écrit aux autorités, notamment au ministère des Affaires sociales, nous avons écrit aussi au ministère de l'Éducation de base pour pouvoir signaler de notre présence et solliciter le partenariat de se faire accompagner parce que je pense que c'est une première au Congo d'avoir une école spécialisée qui prend uniquement en charge les enfants autistes et les enfants avec troubles neurodéveloppementaux. Il existe d'autres écoles où vous trouvez des enfants trisomiques. Les enfants trisomiques, ce sont les enfants qu'on appelle communément les yézards. Ce sont les enfants qui bavent, qui ont parfois tous les mêmes traits, le même visage. Alors, nous avons mis un accent particulier sur l'autisme parce que l'autisme, avec ses différentes tentacules,
se développent avec beaucoup plus de dégâts, d'impact négatifs dans les familles que les enfants, par exemple, trisomiques. Nous prenons même en charge les enfants TDAH, donc les enfants avec hyperactivité. Et aujourd'hui, nous avons écrit aux autorités, nous avons même écrit aux partenaires, aux entreprises par rapport à nos difficultés, par rapport à notre situation, pour solliciter de l'aide. Nous avons une cantine. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité, par exemple, de prendre les enfants très démunis, parce que financièrement, nous n'avons pas les moyens. Les coûts aujourd'hui que nous adoptons c'est des coûts sociaux. Nous ne pouvons pas les prendre en charge. Mais nous avons des demandes au niveau de l'association Lys de la Vallée où les parents viennent solliciter, mais prenez-moi un enfant. Aujourd'hui, nous avons par exemple une maman qui vient d'un quartier qu'on appelle Jacopango, qui a un enfant. Mais le transport pour quitter la maison de cette maman pour venir au centre, la moto coûte 1500. Vous voyez, c'est une maman qui est démunie, mais qui voudrait vraiment quand même qu'on essaie d'assister son enfant. Mais faute de moyens, nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre en charge ces enfants. Nous n'avons qu'un seul site. Aujourd'hui, nous avons 26 parents au niveau de Pointe-Noire que nous accompagnons à distance, mais que nous ne pouvons pas les prendre parce que financièrement, matériellement, nous n'en avons pas les possibilités. Au niveau de Brazzaville, nous ne pouvons pas aussi nous retrouver partout parce que pour l'instant, nous n'avons qu'un seul site. Puisque vous n'avez qu'un seul site, où est-il situé comme ça? Alors, le centre Taïko de Lys est situé sur la rue Lekoba, numéro 7, au quartier Le Bled. C'est sur l'avenue de l'Union africaine qu'on appelle communément la route de Combo. Nous sommes à l'arrêt Capitaine et donc nous sommes à la 5e parcelle de l'avenue principale. C'est là où se trouve le centre de prise en charge d'éducation spécialisée Taïko de Lys. Et l'association Lys de la Vallée se trouve à 2 pas de là. L'arrêt de bus, c'est Arrêt La Ferme. Nous sommes en face, le siège se trouve en face de la briqueterie BAD, c'est une société chinoise qui fait la production des briques. Le siège de l'association est là et nous invitons les parents qui veulent échanger, connaître les signes d'alerte, avoir plus d'informations, mais de se rapprocher au niveau de l'association et j'aurai l'occasion aussi de partager les coordonnées pour que nous puissions, qui nous permettent d'être joignables aujourd'hui. Mais dites-moi, comment est-ce que vous faites cette assistance à distance? Ça se passe comment exactement? Alors aujourd'hui, pour le cas de Pointe-Noire, nous avons 28 parents. Alors, la première assistance, nous le faisons à partir de notre groupe WhatsApp. Euh, Comme j'ai dit, nous avons des difficultés logistiques, des difficultés au niveau technique aussi. Nous avons un groupe WhatsApp où le parent s'inscrit, il envoie ses informations, il nous présente le plaidoyer de sa situation. Et chaque spécialiste de chez nous a un programme d'échange avec ce parent. Et après les différents échanges avec le parent, nous mettons en place un programme de suivi où nous accompagnons le parent avec des méthodes. Je prends un exemple. Si le parent nous appelle pour dire, moi, j'ai un enfant qui réagit avec beaucoup de retard, lorsqu'on parle, c'est comme s'il ne suivait pas, c'est comme s'il était dans les pommes, c'est comme s'il rêvait. Comment faire en sorte que je puisse accompagner cet enfant dans une vie au quotidien. Donc, nous donnons des méthodes, nous accompagnons au travers les éducatrices spécialisées que nous avons, parce qu'au niveau du centre, nous n'avons pas d'enseignants, nous avons des éducatrices spécialisées. Ce sont des enseignants qui ont été formés pour être aptes à prendre en charge les enfants en difficulté. Donc, ce sont des éducatifs et des éducatrices et éducateurs spécialisés. Donc, nous faisons ce suivi à distance. Techniquement, nous accompagnons par des méthodes, par des conseils, par un suivi régulier. Le matin, nous avons un échange pour préparer la journée. Les après-midi, nous essayons de suivre l'évolution. Et la nuit aussi, nous avons l'évolution. Je vais vous prendre encore un exemple d'un enfant à Pointe-Noire. C'est un enfant qui est né normalement, mais lorsque cet enfant a eu 2 ans, aujourd'hui l'enfant a 5 ans, cet enfant, toute la journée, l'enfant dort. Toute la journée, cet enfant est en train de dormir. Autour de 19h, 20h, c'est un enfant qui se réveille, qui commence sa journée. Ben, il joue jusqu'à 4h, 5h. 6h, 7h, ben, c'est un enfant qui dort. Ça a duré une année. La maman a consulté les tradithérapeutes, elle a fait des recherches pour chercher à comprendre comment on peut expliquer à un enfant qui la journée dort et la nuit il joue. Et donc, nous avons été consultés pour chercher un peu à comprendre. Nous avons, avec le docteur Ngouma,
échanger sur ce cas. Mais nous avons eu la chance d'avoir aussi un parent qui est membre de l'association, qui avait effleuré ce cas pendant 4 mois, tout simplement parce que sa première fille était scandalisée de voir que sa mère était enceinte. Et cet enfant a perdu la parole pendant 2 mois et a inversé son style de vie. Donc la journée, c'est un enfant qui dormait et la nuit, l'enfant se réveillait. Ça s'est rétabli automatiquement. Cet enfant habite à Brazzaville. C'est une fille qui est au CE2 aujourd'hui, qui a une vie normale. Mais ce trouble s'est passé pendant 2 mois avec une incompréhension que le parent n'a jamais touchée. Et ce parent nous a fait le témoignage parce que nous avons des séances de témoignage au niveau du centre et de l'association où nous avons des week-ends où nous échangeons pour recueillir les avis, les difficultés de certains parents, les mois qu'ils vivent, la stigmatisation, la maltraitance des voisins, des personnes avec qui ils sont au vu de l'handicap que l'enfant présente. Je vous assure que c'est pas chose facile. Donc, nous sommes arrivés à un stade où nous avons quand même atteint un niveau stable où l'accompagnement se fait et qu'on arrive à pousser les parents à sortir cette image de sorcellerie, d'enfants envoûtés. Nous avons même eu un parent qui allait voir un médecin qui, après consultation, a dit votre enfant est envoûté. Et ça a tourné à la bagarre dans le bureau parce que pour ce parent, c'était une insulte qu'un médecin dise que votre enfant a des démons, votre enfant est envoûté. Il dit, je ne peux rien faire, les examens sont toutes négatifs, votre enfant est envoûté, il a des démons. Ça a tourné la bagarre. Et c'est un témoignage qu'un parent fait au centre, au niveau de l'association pendant la réunion de partage, qui manifeste sa désolation qu'un médecin qui a prêté serment, qui a le serment d'Hippocrate, se permette de qualifier un enfant de porteur de démons, d'envoûté. Pour lui, c'était un médecin à retirer l'exercice. Mais bon, après, chacun fait son travail. Nous avons conscientisé le parent, nous l'avons ramené à la raison. Et aujourd'hui, l'évolution qualitative et quantitative que manifeste cet enfant au niveau du centre fait en sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous essayons quand même de réussir cette situation. C'est avec beaucoup d'amour qu'on le fait. C'est pas pour l'argent. La preuve aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de chercher de l'aide parce que les cas sont légion. Nous vivons des cas parfois où nous-mêmes, nous nous disons, est-ce que nous n'avons pas fait l'erreur de nous lancer dans cette démarche au-delà de tous les cas que nous vivons et de tout ce qu'on nous demande. Parfois, ça nous dépasse nous-mêmes. Est-ce qu'on peut parler en termes d'handicap ou carrément de pathologie? Alors, je pense qu'il faut parler d'handicap, pas de pathologie, parce que les troubles général, ce n'est pas une maladie avoir un trouble. Ce n'est pas une maladie, mais c'est un handicap. Vous savez, nous naissons tous, comme on le dit normalement, mais c'est dans l'évolution de la croissance qu'on arrive parfois à déceler certaines difficultés. Ou une situation de la vie peut être à l'origine d'un problème qui vous crée un handicap. Nous avons un parent, par exemple, qui nous a pris un cas, toujours dans le cas des témoignages sur WhatsApp, qui nous disait qu'il était né normal avec ses 2 pieds, il marchait normalement. Et un jour, il a fait un faux pas, il a eu un mal de genou et la situation s'est accentuée, ça s'est empiré. Et pour lui permettre de marcher sans béquille, il était obligé de se forger une certaine position de marche. Et cette position de marche a déformé son pied. Et aujourd'hui, il a tendance à ressembler à un handicapé, mais ce n'est pas un handicapé. Il a juste trouvé un moyen de ne pas se retrouver avec une béquille à vie. Il s'est donné une forme de marche. Et cette forme de marche a transformé la pointe de son pied et qui s'est déformée. Et aujourd'hui, n'ayant plus de béquille, mais il boitille quand même. Mais c'est un enfant qui était né normal. Il n'a jamais eu des difficultés sur la prise en charge vaccinale et autres, mais c'est un problème qu'il a eu avec son genou qui a créé en lui aujourd'hui un défaut physique qui n'a pas été issu d'un problème grave. Donc, pour répondre à la question, je dirais que c'est un handicap, ce n'est pas une pathologie, parce qu'il y a de ceux qui le décèlent tôt, comme ceux qui le décèlent très tard. Très tard, c'est quand même dommage. Comme on dit chez nous, vaut mieux prendre en charge un enfant tôt que de guérir un adulte qui ne pourra pas se remettre toute sa vie. Y a-t-il une différence entre un enfant qui souffre des troubles neurodéveloppementaux et un malentendant ou un sourd-muet?
Une différence? Oui, oui, il y a une très grande différence. Un enfant sourd-muet, c'est un enfant qui a une vie normale à tous les niveaux. Seulement à la différence où il a des problèmes d'audition, soit il a des problèmes de langage. Et il y a un niveau de langage que même l'orthophoniste, qui est le spécialiste de langage, ne peut plus corriger, d'où le statut de sourd, de muette ou de sourd-muet. Par contre, un enfant qui a des troubles de développement, des troubles neurodéveloppementaux, euh, au travers les méthodes d'un orthophoniste, peut retrouver le langage. C'est un enfant qui a du mal, comme je pourrais dire, qui a du mal à articuler les mots, qui a du mal à vocaliser. Donc, il faut développer des techniques pour pouvoir permettre à ce qu'il puisse articuler correctement les mots et les ressortir. Comme il y a des enfants qui, du moment, de la même manière qu'il a du mal à parler, son système neurologique reçoit avec retard les informations. Donc, il écoute avec retard, il parle avec retard. Ça, c'est le cas typique des enfants autistes qui reçoivent l'information tardivement et qui réagissent aussi tardivement. Et d'autres ont la capacité d'écouter rapidement, mais de parler tardivement. D'autres peuvent parler, mais ils reçoivent l'information difficilement et tardivement. Vous avez parfois tendance à crier ou à les secouer. Ils ont tendance à, à tressaillir comme si ils sortaient de quelque part. C'est un retard, c'est un problème neurologique qui s'exprime par un problème de transmission d'informations selon la rapidité du cerveau. Monsieur Emar Mongoko, y a-t-il une probabilité de pouvoir rattraper l'état normal des enfants qui souffrent des troubles neurodéveloppementaux, les autistes? Est-ce qu'il y a une probabilité qu'ils reviennent à l'état normal comme les autres enfants? Oui, il y a une probabilité. Aujourd'hui, nous avons noué quand même des contacts. Nous sommes en train de nouer des contacts. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça demande énormément de moyens. Il y a des techniques, il y a des formations que nous devons subir pour pouvoir élever notre capacité, renforcer nos capacités et élever notre niveau de gestion de la situation. Aujourd'hui, en France, par exemple, il existe beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce sens. Il y en a aussi aux États-Unis et au Canada, pour lesquels aujourd'hui nous souhaitons pouvoir rehausser le niveau parce que nous avons des cas. Sur YouTube, nous nous documentons, nous regardons des vidéos et des témoignages des personnes qui sont sorties grâce à des méthodes qu'ils ont mis en place, que les spécialistes mettent en place. Mais aujourd'hui, faute de moyens, nous ne pouvons que euh, nous limiter sur ce que nous avons. Comme dit l'adage, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, nous sommes vraiment confrontés à ce problème d'élévation de niveau, de renforcement de capacité, pour nous permettre d'aller vers, je pourrais dire, la gestion accès des résultats. Aujourd'hui, nous en avons la volonté, nous avons la possibilité, nous avons les longs cœurs pour ça, mais il nous faut vraiment de l'accompagnement pour arriver à trouver. Oui, les cas existent, nous en avons vu. Au Cameroun, nous avons discuté avec un parent qui nous a suivis sur Facebook, qui a donné un exemple de son voisin qui avait des problèmes d'autisme, qui aujourd'hui a refait l'insertion sociale, qui est au niveau du collège aujourd'hui. Et il a dit que c'était une manière de nous encourager pour dire ne baissez pas les bras, mais vraiment nous vous demandons de continuer. C'est difficile, mais c'est possible. Oui, alors monsieur Ebar Mongoko, quel conseil donneriez-vous aux parents qui ont des enfants autistes, mais qui n'ont pas la possibilité évidemment de vous rapprocher parce qu'ils sont très loin, ils n'ont pas les moyens évidemment. Que doivent-ils faire? Comment doivent-ils se comporter face à ces enfants? Alors, nous demandons à tous les parents, nous lançons un vibrant appel, nous lançons cet élan de cœur à tous les parents qui constatent que leur enfant a une difficulté, que l'enfant présente euh, un dysfonctionnement de son corps, d'abord de prendre la maîtrise, de contrôler la situation, de ne pas s'alarmer. Euh, nous les recommandons de se rapprocher de l'association Lys de la Vallée, pour lequel aujourd'hui le centre Taïko de Lys
à les aptitudes et les possibilités. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore les capacités, mais nous avons les possibilités de les prendre en charge. C'est de nous contacter. Nous avons un numéro de téléphone qui est en même temps un numéro WhatsApp. C'est de prendre contact avec nous pour nous sensibiliser et nous saurions comment orienter. Le numéro, c'est le 05 046 53 53. C'est un numéro qui est et en appel et en WhatsApp. Donc, c'est notre numéro phare où nous recevons toutes les informations centralisées et nous traitons au cas par cas. Les parents peuvent nous envoyer même les témoignages, ils peuvent nous expliquer la situation, nous donner l'adresse, nous orienter dans quelle ville ils sont et nous verrons dans quelles possibilités nous pourrions bien entendu les assister, les accompagner, même si nous ne sommes pas encore présents au niveau de ces villes ou au niveau de ces départements, mais nous pouvons les coacher à distance, nous pouvons les suivre, nous pouvons les accompagner. Dans un premier temps, nous ne sommes qu'à Brazzaville, mais lorsque les choses pourront s'améliorer, lorsque les partenaires vont se bouger à notre porte, lorsque nous aurons les personnes de bonne volonté au Congo comme ailleurs, nous les sollicitons de partout pour pouvoir faire en sorte que nous ayons au moins ce centre dans chaque département du Congo, que nous ayons ce centre au niveau des différents arrondissements pour essayer de rapprocher les familles, surtout les familles en difficulté. Nous en avons beaucoup, les familles en difficulté, les familles démunies, les familles précaires. Aujourd'hui, l'assistante sociale qui est au niveau de l'association Lys de la Vallée a dépassé la cinquantaine de cas, des parents précaires, des parents en difficulté. Et nous avons même écrit à des partenaires où nous avons même envoyé ces courriers. Nous avons copié les courriers parce que nous nous sommes dit que ça ne soit pas comme se sucrer sur le malheur des autres. Nous avons mis à disposition les contacts de ces familles. Nous avons demandé qu'ils les contactent pour vérifier les faits, qu'il y a des familles qui sont en difficulté pour lesquelles nous voudrions les aider, les soutenir, mais nous n'avons pas les moyens. Et nous avons écrit à des partenaires, nous avons joint les courriers, nous avons même joint les statistiques pour dire voilà la situation, voilà l'handicap de l'enfant, voilà la difficulté. Aujourd'hui, nous avons un enfant, c'est un enfant qui doit consulter un spécialiste 4 fois par semaine. C'est 15 000 francs la consultation 4 fois par semaine. Ça dure une année. C'est 15 000 francs toutes les semaines pour une consultation spécialisée. Parce que c'est un enfant qui est dans une hyperactivité extrême. C'est l'agressivité. C'est un enfant qui mord. C'est un enfant qui fait des crises. C'est un enfant qui s'agite. Il faut 2 éducatrices spécialisées à longueur de journée pour pouvoir contenir et maîtriser cet enfant. Mais nous n'avons pas aujourd'hui les moyens pour le faire. D'où nous pensons que les personnes de bonne volonté, les personnes sensibles qui veulent bien assister ces familles démunies, ces familles précaires, ils peuvent rentrer en contact avec nous. Nous allons leur partager les informations nécessaires pour pouvoir assister ces enfants au niveau du centre. L'association fait un effort. Le centre essaie de se donner à fond, mais il se pose un sérieux problème d'accompagnement et de moyens. Et vraiment, je profite de cette opportunité que nous donne TLR TV de lancer un appel, un vibrant appel aux associations, toutes les associations, sans distinction, de venir soutenir le centre Taïko de Lys par le biais de l'association Lys de la Vallée, parce que nous voulons soutenir ces enfants qui subissent les discriminations, qui subissent les injustices, qui sont les rejetés de la société, tout simplement parce qu'ils n'ont rien demandé de venir au monde, tout simplement parce qu'ils sont nés avec un handicap, une difficulté qui fait d'aujourd'hui les rejetés de la société, des personnes stigmatisées, des personnes bannies, des personnes dont la vie est vouée, et la vie et l'avenir est voué à l'échec en avance. Mais moi, j'ai toujours pris le cas de plusieurs personnes que nous voyons à la télé. Nous avons aujourd'hui l'exemple d'un enfant autiste aujourd'hui par lequel on a présenté, on a développé le film du docteur Sean Murphy. C'est un enfant autiste mais qui est devenu un excellent chirurgien. C'est pour dire qu'on n'a pas le droit de sacrifier l'avenir de ces enfants tout simplement parce qu'ils développent un handicap. Nous avons aujourd'hui la série NCIS, mais vous voyez que la directrice de cette agence de renseignement américaine, elle est naine. C'est une personne qu'on appelle chez nous communément les pygmées, Batami Koussé, Babantia Koufi, les gens de petite taille. C'est une naine, mais c'est un génie du renseignement aujourd'hui. On en a vu. Alors, monsieur Exactement. Emmanuel Mongo, vous êtes en train de nous dire que finalement, au-delà de tout,
Il y a des enfants finalement qui ont réussi. Il y a aujourd'hui des cadres, des techniciens, des ingénieurs. Bien sûr, bien sûr. Les cas que je cite sont des cas connus mondialement, internationalement. C'est vrai que ce sont des cas qui sont représentés dans les fictions. C'est pour dire que on n'a pas le droit de qualifier l'échec en avance de la vie de ces personnes tout simplement parce qu'ils ont un handicap. Il y en a de ceux qui font une insertion normale de la vie et qui réussissent, qui passent par des structures comme les nôtres, le Centre Taïko de Lys. Et aujourd'hui, l'association Lys de la Vallée véhicule le message. Donne l'information. N'enfermez pas ces enfants à la maison parce qu'il y a des parents qui enferment ces enfants à la maison. Ces enfants-là ne sortent pas. Ils ne voient même pas la lumière du jour parce que le parent a honte. Il ne voudrait pas que le voisin d'à côté sache qu'il a un enfant qui bave, qu'il a un enfant qui ne marche pas, qu'il a un enfant qui ne parle pas, qu'il a un enfant qui développe X ou Y handicap. Ça devient la honte. Il devient la risée du quartier, de l'avenue, des voisins. Il cache ses enfants. Parfois, il les maltraite. C'est un enfant qui ne doit pas crier parce que quand le voisin entend, on dit, ah, il y a un enfant là-bas qui crie bizarrement. Toutes ces choses font que ces enfants subissent de la maltraitance. Ces enfants sont considérés comme des bêtes à baston, tout simplement parce que on les qualifie de non-sens de la vie, alors que ce sont des êtres humains. Euh, les, 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 Nations Unies aujourd'hui et les droits de l'homme nous donnent tous le droit à la vie et nul aujourd'hui ne peut arrêter, ne peut qualifier, ne peut donner des conclusions à la vie d'un enfant issu d'un handicap, tout simplement parce qu'il n'a jamais rien demandé que de venir au monde et de se retrouver dans cette situation. Nous avons des gens qui vivent avec ça, qui ont un handicap, mais qui ont réussi leur vie, qui sont aujourd'hui devenus des grands hommes, qui dirigent le monde, qui dirigent des entreprises. Donc, il n'y a pas lieu de les stigmatiser en disant que leur vie est vouée à l'échec et qu'ils deviennent la risée de la société. Et nous luttons contre cela. Comment est structuré votre centre? Lesquels animent ce centre et aussi l'association, bien entendu? Alors, merci de poser cette question. Aujourd'hui, l'association Lys de la Vallée est dirigée par un bureau exécutif qui est présidé par une dame. C'est Madame Péa qui est la présidente donc, de l'association Lys de la Vallée. C'est elle qui préside aujourd'hui aux décideurs de l'association. Et donc, nous sommes un bureau d'une trentaine de membres. Il y a la présidente, il y a un secrétaire général, il y a les membres. Et c'est grâce à son élan de solidarité, à sa motivation, que nous devons l'existence du centre Taïko de Lys. Parce que lorsque nous avons commencé les sensibilisations, nous faisons du porte-à-porte, nous faisons les réseaux sociaux, et nous sommes arrivés au point où elle avait pensé qu'on devait avoir la possibilité de réunir tous ces enfants dans un même espace et leur partager notre expérience et notre vécu. Et c'est elle aujourd'hui qui est la directrice générale et promotrice de ce centre, le centre Taïko de Lys, qui est elle-même un parent qui vit le quotidien, qui vit la réalité d'avoir un enfant en difficulté. Donc, pour la plupart, nous ne sommes pas étrangers dans cette mission. Nous ne sommes pas venus pour, comme on dit, comme si nous étions de la vocation tardive, mais c'est parce que nous avons tous connu une expérience. Et je tiens très sincèrement à remercier la promotrice directrice générale du Centre Taïko de Lys, qui aujourd'hui donne de la motivation, du courage, vraiment son élan du cœur, vraiment avec son époux, pour pouvoir accompagner les activités, soutenir les activités. C'est très difficile. Nos cotisations statutaires aujourd'hui ne peuvent pas permettre à ce que nous puissions supporter toute la lourdeur financière et matérielle que nous avons. Mais heureusement encore, grâce à son élan de solidarité, à son sens de dévouement, nous arrivons à y faire face. Et je tiens très sincèrement et à remercier aussi tous les membres de l'association, toutes les personnes euh, qui assistent aux activités, aux réunions et qui nous accompagnent dans les idées, dans les témoignages. Nous leur disons au travers votre micro, très sincèrement, merci. Nous pensons que le moment venu, nous allons aider tous ces enfants congolais, tous ces enfants de partout qui sont stigmatisés, qui sont victimes plus que d'une barbarie, parce que tout simplement, ils ont soit hérité d'un handicap ou avoir vécu une situation aujourd'hui qui fait d'eux des êtres différents des autres, alors que nous sommes tous égaux devant les hommes et devant la loi, et pourquoi pas devant Dieu.
Donc, je tenais vraiment à souligner ce grand merci à cette famille, à ce couple, et particulièrement à la promotrice directrice générale du centre, Madame Péa, pour tout son élan et son soutien autour des activités que nous menons. En tout cas, merci. Nous voici donc à la fin de notre émission. Et donc, pour terminer, Monsieur Emar Mongoko, un mot de la fin, notamment à l'endroit de la société africaine en général, sinon aux Congolais en particulier, pour ces enfants qui, je l'imagine, doivent beaucoup souffrir de l'indifférence des hommes, de la stigmatisation, du rejet, des préjugés dont ils sont victimes tous les temps. Je commencerai par dire merci à Teler TV pour cette grande opportunité de pouvoir communiquer sur ce fait grave, sur cette problématique qui aujourd'hui est en train de détruire des vies entières. Nous invitons toutes les personnes qui ont des enfants en difficulté, qui constatent que les enfants ont un souci de se rapprocher de l'association Lys de la Vallée ou du centre Taïko de Lys pour toucher du doigt les faits réels, la situation exacte de l'enfant avant de commencer à stigmatiser et à donner des qualificatifs qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes aujourd'hui dans le besoin d'assistance. Nous voulons que toutes les personnes de bonne volonté qui veulent bien soutenir ces enfants en difficulté, ces familles démunies qui cachent leurs enfants dans les maisons, qui ne peuvent pas les sortir parce qu'ils ont honte de nous les ramener. Aujourd'hui, nous pouvons les accompagner et nous demandons le soutien. Nous avons écrit aux entreprises, nous avons écrit à des personnalités, nous avons écrit à des organismes, le système des Nations Unies, aux entreprises, au Congo. Nous avons même écrit à l'étranger. Nous demandons à ces personnes de faire éclore leur élan de cœur, de venir en aide à ces familles. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour ces enfants, c'est pour ces parents qui sont en difficulté, qui ont des enfants qui n'ont plus de vie, de venir les soutenir pour qu'ils fassent une insertion normale, qu'ils aient une vie comme tous les autres. L'homme a droit à la vie. Si le bon Dieu a permis à ce que chacun ait un souffle de vie, nous ne devons pas interrompre ceux des autres, nous ne devons pas les stigmatiser. Et je profite encore de l'occasion pour réitérer notre volonté de pouvoir accompagner ces familles si nous avons le soutien de tous. L'association Lys de la Vallée et le centre Taïko de Lys est joignable au 05 046 53 53. C'est notre numéro WhatsApp. Appelez ou faites enregistrer votre doléance, votre situation. Donnez-nous l'adresse. Si vous voulez faire un don, si vous voulez faire une donation, vous voulez nous assister, vous voulez présenter une situation, appelez au 05 ou envoyez un WhatsApp au 05 046 53 53. Nous serons heureux de vous recevoir et je vous dis merci et à très bientôt. Bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Monsieur Emar Mongoko d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des activités administratives et pédagogiques du centre Taïko de Lys, un centre de prise en charge spécialisé pour enfants victimes de troubles neurodéveloppementaux. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux à nous suivre. Likez, partagez cette émission pour vulgariser l'information. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.